aujourd'hui, on va parler effectivement de quelque chose qu'on appelle la souveraineté numérique. C'est un terme qui est battu, rebattu. Il y a même eu, je crois, une émission avec des candidats à la présidentielle, quelques candidats à la présidentielle qui se sont exprimés sur ce sujet. Force est de constater que bien souvent, les enjeux ne sont pas forcément bien posés et surtout, ils ne sont pas bien expliqués. Donc, c'est modestement ce que je vous propose de faire déjà, c'est d'essayer d'apporter, ou en tout cas de définir ce que peut être la souveraineté numérique. Et puis ensuite, je vais revenir un petit peu plus dans le passé, il y a quelques dizaines d'années, pour vous démontrer en fait que la souveraineté numérique, c'est quelque chose que finalement nous n'avons jamais eu. Et qu'il serait quand même temps que nous ayons. Et puis ensuite, bon, je parlerai un petit peu du problème des données et j'espérerais offrir quelques pistes de sortie et d'axes de combat. Voilà. Alors, souveraineté numérique, comme je vous le disais, à définir, c'est quelque chose qui finalement est assez complexe. Alors, on va dire que la souveraineté numérique, c'est donc une déclinaison du concept de souveraineté en tant que théorie. Donc, si on essaye de la décliner de cette façon-là, on va arriver à la définition suivante. C'est la capacité pour un pays à contrôler, à faire fonctionner des systèmes d'information connectés à un réseau, autonome ou pas, et à les faire évoluer dans le temps. Voilà. Donc, j'espère que je ne vais pas dire un emplâtre tout de suite, mais comme vous le voyez, ça commence déjà à partir assez fort. Bon, ce concept qui est effectivement un petit peu compliqué, déjà, on peut y voir quelques limites. Tout d'abord, cette souveraineté-là ne correspond pas en réalité aux critères traditionnels de la souveraineté, comme par exemple ceux qui ont été retenus par quelqu'un comme Jean Bodin. Oui, la souveraineté numérique est bien entendu le pendant numérique de la souveraineté, de sa réalité, des exigences de souveraineté, mais en même temps, cette difficulté à pouvoir approcher un concept comme celui de la souveraineté numérique, c'est fondamentalement lié à la nature immatérielle du numérique. Et quand on dit immatériel, c'est là qu'on rentre dans une autre difficulté, c'est que le numérique n'est pas que immatériel. Si je vous dis aujourd'hui, bah écoutez, vous savez quoi, cette émission, à un moment, cette prise de parole va être rediffusée sur YouTube d'ici quelques jours, vous allez me dire, bah oui, d'accord. Je dis, vous voyez, ça c'est du numérique. Donc ça ne va pas sortir d'Internet. C'est bien. Bah non, okay, oui, ça ne va pas sortir d'Internet, sauf qu'en vrai, les gens vont la regarder, vont regarder d'autres vidéos sur ce thème, sur plein d'autres thèmes, ils vont aller sur YouTube, sur d'autres plateformes, et cette diffusion d'idées va entraîner des réactions. En gros, les gens vont faire quelque chose avec ce contenu. Quand on envoie des mails, quand on est sur les réseaux sociaux, on fait quelque chose. C'est pas juste immatériel, on n'est pas dans le monde platonicien des idées. Donc, quand on dit le numérique est immatériel, c'est vrai, et cela apporte et cela amène à plein de réflexions, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de connexion avec le réel. Et ça, c'est très très important à comprendre, évidemment. Donc, il y a peut-être une autre approche de la souveraineté numérique qui est, j'allais dire, une approche plus pragmatique, peut-être plus périmétrique. Je veux dire, une approche périmétrique. Alors, c'est assez technique, mais par exemple, on pourrait dire que la souveraineté numérique, c'est la capacité à pouvoir développer et utiliser ce qu'on appelle des briques souveraines, c'est-à-dire des briques de composants logiciels, matériels, qui soient développés, utilisés, déployés et d'une façon générale maîtrisés sur le territoire national par des acteurs nationaux, privés ou publics. Voilà, ça, c'est une autre définition possible. Alors, petite remarque en passant, mais je ne m'appesantis pas parce que je laisserai aussi la parole. Ici, dans ce contexte, on sent bien qu'un phénomène et un état de l'art comme ce qu'on appelle le logiciel libre, ou le logiciel open source, est fondamental si on veut développer ces composants et ces briques souverains. Hein. Ça, c'est une chose qui doit être dite. Autre chose, une fois qu'on a posé cette définition de façon périmétrique, on s'aperçoit que la dimension humaine
de cette souveraineté est fondamentale, parce que pour arriver à cet état désiré, où on aurait effectivement un certain nombre de logiciels, voire tous les logiciels, tous les matériels qui seraient développés et maîtrisés en France, ça impliquerait quand même un écosystème et un maillage de la profession, des professions du numérique, qui serait tout à fait surperformant et où on serait donc capable à la fois de produire des ingénieurs, des développeurs, des concepteurs, mais on serait également capable, une fois qu'on aurait finalement formé tous ces gens, de pouvoir leur trouver un emploi satisfaisant à l'intérieur du territoire national et donc au sein de l'économie française. Je ne dis pas que la profession se porte mal, c'est même plutôt le contraire, mais quand même, c'est un défi de taille et qui, pour l'instant, qu'on n'a pas encore réellement réussi à gérer. Bon. Ensuite, je vais introduire un autre concept qui n'est pas celui de la souveraineté, mais qui est lié. Et on en parle beaucoup, hein, c'est un peu la mode, on nous dit la muséum, c'est celui de résilience. Alors, le terme de résilience dans l'informatique, dans le numérique, c'est quelque chose qui est un petit peu plus spécifique, parce qu'on va parler de résilience de systèmes d'information, on va parler de résilience d'infrastructures, et là, effectivement, on met un petit peu plus le pied dans ce qu'on appelle dans le domaine de la cybersécurité, mais ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement important à appréhender. Je vous parlais de l'immatériel. En vrai, vous savez, sur Internet, il y a la guerre. Il y a des attaques, des pays s'attaquent, des groupes mafieux mènent des attaques contre des entreprises, des pays, des individus, pour en tirer profit. Le profit n'étant pas que financier, ça peut être de l'extraction de données, de l'utilisation de données, de la prise de contrôle de systèmes d'information, parfois à l'intérieur d'infrastructures critiques, comme certaines banques, comme du système de traitement des eaux, comme de centrales à énergie. Parce que vous savez, tout ça, aujourd'hui, est passé progressivement à l'informatique, comme on disait il y a encore pas si longtemps. Et ça continue, et ça va s'accélérer de toute façon. Donc, c'est aussi un terrain de conflictualité. Et là, la souveraineté numérique reprend effectivement tout son sens. Parce que être souverain, évidemment, comme dans le concept de la souveraineté la plus classique, c'est aussi être capable de se défendre. C'est être capable de se protéger, d'identifier, de répondre à une attaque, et ensuite de pouvoir reconstruire les systèmes d'information. Donc de ce point de vue-là, on est quand même sur quelque chose qui, à mon avis, est réellement critique. Alors, je vous disais qu'on allait un petit peu retourner dans le temps. Je vais effectivement faire un petit saut dans l'histoire. À la fin des années De Gaulle, fin des années 60, De Gaulle avait lancé, donc à la suite des grands projets qu'on connaît, ce qu'on a appelé le plan calcul. Alors le plan calcul, qu'est-ce que c'était en fait? C'était doter la France, non seulement d'un véritable savoir-faire en termes d'informatique, hein, qui était en train c'était quelque chose qui était en train de prendre naissance, c'était aussi contribuer à l'indépendance nationale, ainsi que en fait, à la capacité nucléaire que la France venait d'acquérir. C'était simplement développer ce plan économique et industriel, ça y participait, ça participait à la modernisation du pays. Bon, et donc, De Gaulle, finalement, alors je ne vais pas vous expliquer comment s'est passé le plan de calcul, mais je vais vous le dire tout simplement, le plan de calcul a été un échec. On peut dire qu'il a été un échec parce qu'il était mal conçu. Parce que finalement, ce qui a eu du succès, c'était le modèle de la Silicon Valley. On peut le dire. À mon avis, c'est pas totalement dénué de vérité, même très loin de là. Mais en revanche, ce qui est très clair, c'est que le plan calcul a été complètement happé par la haute fonction publique française. Et la haute fonction publique française, à l'époque, comme maintenant, mais après on va me dire que je suis du esprit, mais a assez peu intérêt à ce que quelque chose comme le plan de calcul puisse réellement avoir du succès. Autre chose, et ça on le dit moins, les Américains avaient très très tôt compris l'importance fondamentale de l'informatique, que ce soit le logiciel, que ce soit le processeur,
le transistor, le système, des systèmes connectés par des réseaux, ça, il l'avait compris très tôt. C'est pas qu'on n'avait pas compris, c'est pas qu'on n'avait pas des gens brillants en France et en Europe d'ailleurs, c'est pas ça. C'est que les Américains ont compris l'importance fondamentale de ce qu'on a appelé à un moment la cybernétique, et la cybernétique, c'est fondamentalement l'art du commandement. Commandement en réseau. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les Américains? Eh bien, dans les négociations, c'est dans les années 70, dans les négociations commerciales qu'ils ont eues avec les Européens, et dont les Français, dans le cadre des accords, de ce qu'on appelait les accords du GATT, par exemple, eh bien, finalement, ils ont eu une sorte d'équation. Je ne dis pas que ça a été formulé comme ça, mais l'équation, à un moment, était la suivante. C'est très bien, les Allemands pourront avoir leur bagnole. Les Français, vous pourrez avoir leur culture, la bouffe, ce que vous voulez, le cinéma. Par contre, nous, on va prendre un petit truc, et honnêtement, c'est plutôt un bon deal. On va prendre l'informatique. À l'époque, les Européens ont cédé là-dessus, parce qu'il n'y avait pas réellement une prise de conscience qui était très répandue, on va dire, de l'importance du sujet. En plus de ça, c'était un sujet qui était, il faut le dire, il était émergent. Après tout, du point de vue de la France, on avait des sociétés informatiques, des fabricants, on allait donner naissance à Bull, on travaillait déjà avec IBM, etc. Enfin, il n'y avait pas vraiment péril dans les deux. Bref, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que quand on arrive finalement à la fin des années 80, eh ben, on s'aperçoit que non seulement il y a une prodigieuse création de richesse qui a été engendrée aux États-Unis par la micro-informatique, que Internet, alors Internet n'avait pas gagné à la fin des années 80, en tout cas pas en France, mais que finalement Internet va s'imposer, et là on s'aperçoit qu'on est complètement hors sujet. On est un pays qui produit énormément d'ingénieurs informatiques, de très très bonne qualité, mais les boîtes, jusqu'à pas très longtemps, c'était un peu compliqué. On a un bon maillage de PME, l'ami qui est juste à côté pourra vous en parler encore mieux que moi, mais on n'a pas de ce qu'on appelle de poids lourd, clairement. Et ça, c'est quelque chose qui résulte fondamentalement de choix stratégiques qui ont été faits tout au long des années 70 et 80. Et c'est très très important de le comprendre parce qu'en réalité, quand on a ce contexte-là, on s'aperçoit qu'on n'a jamais réellement eu de souveraineté numérique en France. Et d'ailleurs, aucun pays européen ne l'a eu, il faut être très très clair. La souveraineté numérique, elle existe pour les États-Unis. Elle a pu exister à un moment, j'ai bien dit à un moment pour la Russie. Elle existe sans doute pour les Chinois. Ouais, pour la Chine, elle existe, je pense. Voilà. Donc, si vous rajoutez à ça des erreurs industrielles, comme la vision de Serge Turuk, d'un pays sans usine, vous comprenez que tout ce qui pouvait encore consister ou constituer une sorte d'industrie avec de la fabrication de composants est évidemment complètement parti à la trappe. Après, vous avez eu des effets de réseau, des effets de concurrence, des effets de prix sur un marché qui, lui, pour le coup, est mondialisé, pour le pire ou le meilleur, mais en tout cas, tout est parti de France, et d'une façon générale, tout est parti d'Europe. Alors, ça, c'était pour le contexte. Maintenant, si on regarde un petit peu plus en détail, j'ai fait le choix, parce que je dis que c'est un choix, parce qu'en réalité, on pourrait le voir d'une autre manière. J'ai fait le choix de vous parler de l'enjeu que constitue la maîtrise des données au niveau national. Bon. Parce que aujourd'hui, ça me paraît criant, si vous voulez. Le problème, très clairement, encore une fois, je le redis, c'est pas de trouver des ingénieurs en France. C'est où vont nos données, parce que ça, c'est un véritable phénomène qui est apparu, on va dire, depuis au moins 10 ans, mais sans doute plus. Où vont nos données? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on les récupère? Et pourquoi est-ce que le fait que quelqu'un d'autre ait nos données, finalement, nous place dans une position d'infériorité, de vassalisation dans l'économie du numérique? Bon. Alors, je vais juste faire un petit rappel à la loi, très rapide. Ce que dit la loi sur les communications en France, c'est ce qu'on appelle le secret des correspondances. Donc si on suivait cette loi, cette bonne vieille loi du 19e siècle, il me semble, toutes nos communications sur Internet devraient être chiffrées. Je le rappelle, parce que
je veux bien que la loi soit vieille, mais je préfère faire un rappel à la loi, bon, c'est jamais utile. Ça, c'est une chose. Alors, pour l'État, parce qu'évidemment, bon, en vrai, aujourd'hui, on fait quand même de forts distinguos entre est-ce que ce sont des données de l'État, est-ce que ce sont des données d'entreprise, est-ce que ce sont des données du citoyen. Et les régimes, en réalité, sont totalement différents. Alors, pour l'État, c'est très simple. Les données de l'État, par définition, sont classifiées. Donc, soit vous êtes en données restreintes, soit vous êtes en confidentiel défense, soit vous êtes plus haut, secret défense, etc. etc. Très clairement, les données qui donc, appartiennent à l'État, par défaut, hein, donc celles qui sont le moins classifiées, elles peuvent être stockées en France, elles peuvent être stockées en Europe. Pourquoi peuvent-elles être stockées en Europe ? C'est une très bonne question. En réalité, ça revient, c'est pas parce que l'Europe pourrait insister, en réalité, c'est pas vraiment comme ça. C'est parce qu'on s'est aperçu quand même que, quitte à aller mettre des données, à les répliquer dans un autre pays, il vaut mieux les mettre en Europe parce que les régimes de protection des données est réellement beaucoup plus efficace que ce qu'on connaît ailleurs. Ça, de toute façon, c'est clair. Bon, j'ai pas dit que ça soit la solution de règle, j'ai dit que c'est une solution. Bon. Ça, c'est la première chose. Maintenant, en France, notamment, on a sur les données, et les données de l'État, donc les données classifiées, on a tout un tas d'instructions, de décrets, qui expliquent comment est-ce qu'on peut gérer nos données. Et franchement, quand même dans la plupart des cas, il vaut mieux laisser ces données en France, sur des systèmes et des infrastructures qui ont été homologués, c'est-à-dire qu'on a passé en revue, qu'on a analysé, sur lesquels on a fait une analyse de risque, et que donc on ne met pas les données de l'État n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Ça, c'est la première chose. Bon. Ensuite, pour les entreprises. Ben, pour les entreprises, il y a quand même une relative liberté. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que selon le type d'entreprise, vos données peuvent tomber sur des régimes particuliers. Je m'explique. Si vous êtes une banque, vous ne faites pas ce que vous voulez avec les données. Les données bancaires, elles, font l'objet de régulations européennes, mais internationales. Et c'est pas de la tarte, hein, je veux dire, on se balade pas avec des données bancaires n'importe comment, là aussi. Si vous avez des données personnelles, c'est la RGPD. Hein, et ça, je veux dire, en France, en Europe, on est très très sérieux là-dessus. Alors, la RGPD n'est pas exemple de défaut, loin s'en faut, puisqu'elle a transformé Internet et les pages web en clicodrome incessant. Hein, oui, j'accepte, bon, je ne veux pas de cookies, oui, je veux avec du lait, enfin, bon, voilà, des trucs comme ça. Mais du coup, c'est pas quelque chose qui marche le mieux le mieux possible, mais en tout cas, ça marche et ça a quand même déjà un certain effet. Bon. Pour les citoyens, alors les citoyens, en gros, vous avez des données personnelles. Donc c'est soit la RGPD, soit ce sont les données de santé. Et les données de santé, eh bien, les données de santé sont régies par des décrets qui sont élaborés par le ministère de la Santé. Et je vais vous en parler un petit peu plus après, parce que c'est un cas particulier, un cas intéressant. Bon. Alors ça, je vous ai fait des rappels à la loi, je vous ai écrit un petit peu ce que c'était que les régimes de données. Bon. Mais en réalité, sauf quand c'est vraiment du classifié, on s'aperçoit qu'on fait un peu n'importe quoi. Et pire que ça, on s'aperçoit qu'en réalité, les données échappent complètement à notre contrôle, et que non seulement elles échappent à notre contrôle parce que tout simplement il y a des très grosses entreprises qui ont intérêt en fait à traiter et à manipuler et à prendre le contrôle de ces données, mais aussi parce que de l'autre côté, vous allez avoir des acheteurs, des directeurs de services informatiques qui sont sous pression, qui n'ont pas intérêt d'ailleurs à aller chercher, à acheter une solution qui soit nécessairement française, parce que finalement les grands noms de l'informatique, la plupart du temps sont quand même des noms d'entreprises américaines, et puis aussi parce que même au niveau de l'État, vous avez eu l'apparition, alors aux États-Unis d'abord, et ça a percolé en France ensuite, de l'État plateforme. Alors l'État plateforme, c'est intéressant parce que je ne trouve pas qu'en soi ça soit un mauvais concept, mais c'est sa déclinaison et ses racines qui posent problème. L'État plateforme, c'est une idée qui a été inventée fin des années 2000 par Bill O'Reilly, qui est un Californien qui est assez connu dans la profession informatique, qui est une maison d'édition d'ailleurs. Et Bill O'Reilly, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit c'est très simple,
quand on voit le succès de la Silicon Valley, ce qui serait génial, ça serait d'apporter le succès de la Silicon Valley à l'État. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, l'État va développer ou faire développer des plateformes des plateformes numériques qui vont permettre à des entreprises numériques et à des citoyens de se servir de données et d'innover, en fait, sur la base de cette plateforme. Bon, moi, je veux dire, je vous dis ça comme ça, je n'ai pas de problème fondamentalement avec ça. Et la première déclinaison de l'État plateforme, il commence à apparaître sous la présidence Hollande, avec la création de la direction du numérique de l'État. Je pense que c'est ça, oui. Et là, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on propose à des fonctionnaires, à des contractuels, de venir commencer à innover, de venir développer des petits services axés sur des données qui sont sous accès public, des données publiques. Parce que c'est aussi l'époque où on se dit que, tiens, l'État a énormément de données, et que ces données sont, elles sont classifiées, mais sans aucune raison. Je vous dis, par exemple, les données météorologiques, certaines données géographiques, tout ça, les données n'étaient pas sous un régime qui permettait aux entreprises, aux citoyens, d'y accéder librement. C'est bête, hein? Donc, si on commence à créer non seulement des outils, si on facilite cet accès, on va pouvoir assister à l'émergence d'entreprises, mais pas que d'entreprises, hein, ça peut être de nouveaux usages. Et là, ça commence comme ça. Sauf que parfois, cette chose-là est pervertie. Parce que de l'état plateforme, on passe à l'état plateforme de déménagement de données. Je m'explique. Je vous ai décrit le premier état. Maintenant, on va arriver sur quelque chose d'autre. C'est l'État décide de prendre des données publiques et de les mettre sur une plateforme détenue par une entreprise américaine. Alors, vous allez, au titre de et au nom de la transformation numérique, vous allez avoir le greffe, le greffe du tribunal de commerce. Alors lui, hop, il numérise. Alors, moi j'étais un entrepreneur, j'ai encore quand même quelques habitudes. Je pense que c'est quand même pas mal, effectivement, d'aller devant son écran et plutôt que de remplir un formulaire au greffe du tribunal. Donc, je pense qu'effectivement, il y a peut-être un petit progrès là-dessus. Mais toutes les données des entreprises françaises sont en train de partir sur une plateforme de cloud. Et vous ne savez pas ni où, ni comment, ni quand, ni quoi. C'est sympa, prendre toutes les données des entreprises françaises. Qui est l'actionnaire de quoi? Qui a démissionné de quel mandataire social a fait tel parcours? C'est intéressant quand même. On ne va pas me dire que c'est anodin. Non. Vous avez la même chose qui est, je crois, en train de se faire au niveau des huissiers de justice. Et puis, bien entendu, vous avez ce qui s'est passé, ce qui a été d'ailleurs médiatisé, au niveau du ministère de la Santé, et plus précisément du Health Data Hub. Alors, je vais m'auto-censurer. Je vais m'auto-censurer parce que, à une époque, j'ai été très près de ce dossier. Mais qu'est-ce que c'est que le Health Data Hub? Parce que les gens ne se représentent pas ce que c'est. Au départ, c'est une idée assez exceptionnelle. C'est l'État qui dit, on a commencé à comprendre qu'en faisant du traitement sur des très gros volumes de données médicales, pseudonymisées, l'idée c'est pas de savoir qui est malade de quoi, on a fait des découvertes dans les traitements cliniques de plein de maladies. On m'a toujours donné, par exemple, il y a je sais pas, c'est la sclérose en plaques, il y a une maladie très sérieuse, très grave. On a découvert que, en réalité, quand les gens prenaient du Doliprane de façon quasi continue, eh bien, leur état de santé, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, commençait à s'améliorer. Alors, ça ne guérissait pas la maladie, mais au niveau clinique, c'était un réel mieux, et ça a fait que ça a entraîné un changement dans la thérapeutique de ce type de maladie. Alors, ça, on ne l'a pas découvert parce qu'un médecin s'est dit « tiens, c'est bizarre ». C'est juste que plusieurs médecins se sont dit « tiens, quand je prescris ça, parfois le patient a l'air d'aller mieux ». Et que sur ces remontées d'informations, on s'est rendu compte que si on fait des traitements sur des milliers et des milliers et des milliers de malades, cette vérité-là, d'une certaine façon, apparaît. Bon. Donc, le Health Data Hub s'est dit, ça c'est parfait. Le problème, c'est que ça, les laboratoires, les grands laboratoires pharmaceutiques,
sont en train de faire ça par eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ça en place au niveau de l'État. On va faire quelque chose qui est respectueux des données de santé des Français et quelque chose qui est à la fois très moderne, puisque là, on va vraiment faire du big data, et surtout, ces données vont rester sous le contrôle de l'État, et elles seront en réalité exposées de façon précise, mais extrêmement régulée, et de façon protégée, à des entreprises, comme des laboratoires, qui voudraient y avoir accès. Si vous êtes laboratoire public, si vous êtes l'INSERM, le CNRS, bon, ça c'est autre chose. Voilà. Bonne idée. Sauf que, finalement, on s'aperçoit que le fait d'aller prendre les données de tous les hôpitaux de France et de Navarre, qui ne sont pas ni anonymisés ni pseudonymisés, donc il faut mettre en place des traitements complexes pour aller pseudonymiser. Je n'ai pas dit anonymiser. Hein. Pseudonymiser, vous passez de monsieur Thierry Dupont, qui a 43 ans, et qui a un cancer et qui vit à Paris 15e, si je vous dis un individu qui vit en France a un cancer, ça c'est anonymisé. Si je vous dis un individu mâle de 43 ans qui vit dans le département 75 et qui a un cancer, ça c'est pseudonymisé. D'accord ? Donc il faut faire des chaînes de traitement, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de ce qu'on a appelé du rollback en fait, hein, de retournement possible par une tierce partie. Et ensuite, vous les mettez sur une plateforme qui va avoir une puissance de calcul et de stockage suffisante pour pouvoir permettre des traitements complexes sur des très gros volumes de données. Bon. Et c'est un projet, c'est un chantier quand même assez énorme. Et finalement, on s'est aperçu que tout ce chantier-là allait se faire sur le cloud de Microsoft, pour ne pas le nommer. Alors, à la défense de Microsoft, c'est pas ma caractéristique, mais la défense de Microsoft, qu'est-ce que Microsoft dit? Ils disent, attendez, nous, il n'y a pas de problème, on est HDS, on est certifié HDS. Donc, en gros, on est certifié hébergeur de données de santé. Donc, ça veut dire qu'on a suivi la charte et on a été audité sur la base d'un référentiel qui a été développé par le ministère de la Santé, et que donc, sur cette base-là, effectivement, on nous a dit que tout allait très bien, qu'on respectait complètement le cahier des charges. Bon. Le problème, c'est qu'il faut aller voir ce que dit ce fameux référentiel. Et il faut aussi comprendre la façon dont travaillent les entreprises qui sont des fournisseurs, des hébergeurs et des acteurs de cloud. Je ne dis pas que c'est malhonnête, je dis juste que les mots n'ont pas forcément la même signification. Si vous me dites, non, vous inquiétez pas, les données sont... ici, attention, soyons très clairs, je ne parle pas de la société Microsoft, je dis, c'est un cas standard. Si on vous dit les données sont en France, ça ne dit pas la France. Ce que ne demande pas le référentiel des données de santé. Hein, je vais vous croire. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la duplication, elle se fait en Irlande. Et qu'en Irlande, comme j'ai une plateforme globale, mes mises à jour de la plateforme, elles viennent des États-Unis. Donc, pour sauvegarder la plateforme irlandaise, tout le contenu de la plateforme irlandaise part aux États-Unis. Je n'ai pas dit que ce n'est pas la même c'est comme ça qu'on fait les choses. Voilà. Donc, il faut comprendre de quoi on parle. Et donc, ce que je vous ai décrit là, avec ce cas particulier, vous avez ça partout. Et dans le privé aussi. De toute façon, dans le privé, vous allez essayer de faire quoi? De diminuer vos coûts, d'être plus efficace, d'être plus agile. Voilà. Donc, la sagesse conventionnelle, on va dire ça comme ça, pour faire un bel anglicisme, la sagesse conventionnelle, c'est que vous allez aller avec, très concrètement, souvent des GAFA. Alors oui, effectivement, je sais, moi je suis dans une profession où on sait qu'il y a beaucoup de changements parce que finalement des gens se disent que voilà, ils payent quand même un prix assez cher pour ça. Très bien. Mais la conséquence nette de tout cela, c'est que en réalité, même quand on innove, et souvent quand on innove, on passe en réalité, on est complètement dépendant d'acteurs qui ne sont pas français, qui ne sont pas souverains, et nous-mêmes n'avons pas la main sur ces données, et sur ces systèmes d'information, et sur ces infrastructures.
Alors, pour terminer, pour ne pas conclure, je vais vous parler, alors je vais passer sur les dernières annonces gouvernementales en termes de souveraineté numérique, justement, parce que là, c'est un retournement, en fait, d'autres référentiels, notamment le référentiel Second Cloud, puisque finalement, on explique que c'est pas grave, on peut mettre d'énormes briques logicielles chez les hébergeurs français, ces briques logicielles sont américaines, mais c'est pas grave parce qu'on va quand même former les gens à l'intérieur des hébergeurs français. Bon, ce sera à voir. C'est pas quelque chose qui soit très très net. Je crois que ce qu'il en ressort en tout cas, c'est que nous avons un besoin urgent d'avoir une véritable politique industrielle en termes de numérique. Et comprenons-nous bien, la France est un pays où les levées de fonds, de ce qu'on appelle les startups, les jeunes pousses, se passent plutôt bien, se passent même beaucoup mieux que dans plein d'autres pays d'Europe. Et quand je dis plein d'autres pays d'Europe, je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes un entrepreneur, que vous avez une start-up, et que vous êtes en Europe, vous devez être à Paris. Enfin, vous devez être en France. Parce que c'est là où vous allez avoir accès aux capitaux, où vous allez avoir accès, mine de rien, à beaucoup d'ingénieurs, à du talent, etc., etc. Donc, c'est pas de ça dont on parle. Quand on parle de politique industrielle, c'est d'être capable de comprendre les besoins fondamentaux et notre faiblesse criante en termes de maîtrise et contrôle des infrastructures informationnelles. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me paraît extraordinairement important, et c'est quelque chose qu'on ne fait pas. On fait pleuvoir de l'argent sur tout un tas d'activités numériques extrêmement respectables, hein, c'est pas du tout le sujet, mais on n'est pas en train d'avoir une vision d'avenir. Autre chose, il me semble qu'on perd toujours à parler le langage de l'adversaire. J'entendais, je ne sais plus quel homme politique, dire il faudrait qu'on ait un Facebook européen. Il faudrait qu'on ait un Google européen. Mais si vous pensez en termes de Facebook et de Google, vous avez déjà perdu. Thierry Breton. Vous avez déjà perdu. Vous avez déjà perdu, vous parlez le langage de l'adversaire. Vous parlez du métaverse européen, je crois que c'est Emmanuel Macron qui en a parlé récemment. Le métaverse européen, bon alors, en admettant que le métaverse existe, c'est un autre débat, vous parlez le langage de l'adversaire. Vous pensez déjà comme l'adversaire. L'adversaire a déjà gagné. Je te laisserai la parole, mais je crois que, oui, j'ai plutôt terminé, je vais te laisser parler. Ce que je voulais simplement vous dire pour terminer, nous avons les moyens de combattre. Il faut se dire que quand on parle de souveraineté numérique, il y a plein de leviers utilisés qui ne sont pas des leviers traditionnels. Je vais vous dire quelque chose. Donc ici, on n'aime pas trop l'Union européenne, je l'ai compris. C'est ça, j'ai tout bon. Je sais pas comment t'es arrivé à le choper, mais. C'était vachement bien caché. Hein. Je suis percé à jour. Oh là là. Mais vous voyez par exemple. Monsieur pour rentrer à la DGS. Mais si je vous dis par exemple qu'aujourd'hui, le RGPD constitue quand même une arme de bloc, j'ai bien dit de bloc à bloc, pour le coup, qui n'est pas à négliger. Pourquoi ? N'oubliez jamais que lorsque la RGPD est sortie, ça a été un effort européen, pan-européen, mais que c'est quelque chose qui s'est fondamentalement développé contre l'Union européenne et contre la Commission européenne. La Commission européenne, qu'est-ce qu'elle disait en termes de protection de nos données ? Elle disait Privacy Shield. Les États-Unis ne peuvent avoir accès à vos données sur leur plateforme qu'en cas d'enquête criminelle, enquête antiterroriste ou pour tout autre besoin de leur sécurité nationale. Ça va, on est bordé. Tout va très bien se passer, comme dirait le ministre de l'Intérieur. Mais bon, voilà. Donc c'était ça quand même, hein, les institutions européennes. Et donc des choses comme la RGPD, c'est quelque chose, encore une fois, c'est loin d'être parfait, il n'y a pas de souci. Mais ce sont des choses que nous pouvons, sur lesquelles nous devons nous appuyer. Et comme, ça je pense aussi, comme nous pouvons nous appuyer sur d'autres idées, des composantes qui auront été développées en Europe, etc., avec discernement, mais on peut le faire. C'est quelque chose qui, à mon avis, ne me paraît absolument pas incompatible avec
la souveraineté numérique, précisément parce que c'est numérique. Et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Là, disons que on a eu beaucoup de chance parce que moi, en réalité, j'ai entendu parler de vous par votre livre sur l'après GAFAM. Et en réalité, c'est très drôle, je vous ai entendu sur certainement la radio la plus sympathique mais la plus poussiéreuse de France, qui est Radio Courtoisie. Donc, et bon, quand on parle numérique, Radio Courtoisie, ça me fait toujours un peu marrer. Mais parce que si vous voulez, le ton très 1950, retour vers le futur, ça me fait un petit peu marrer, mais j'y passe tous les mois, hein, donc je les aime beaucoup. Mais jour, en réalité, je suivais votre fil Twitter. Et c'est pour ça que j'ai pris de vous contacter, parce que vous avez la délicatesse de m'envoyer votre ouvrage. Et c'est vrai d'avoir, particulièrement sur ces plans, alors vous avez principalement, d'après ce que vous m'avez dit, vous avez orienté, à partir de l'exemple de votre entreprise, sur la commande publique. On va voir parce qu'il m'a donné plein d'idées. Ah, là vous voyez, c'est les aléas du direct. Bon, mais je pense que sur ces thèmes-là, il ne faut pas oublier une chose. Oui, ça a été très bien dit, donc ça va être vraiment, ça va être réellement complémentaire. Il y a une erreur, je pense, à ne pas faire. Et c'est pour ça que je voulais qu'un entrepreneur soit là sur ces dossiers-là. Il ne faut pas oublier qu'on parle de matérialité de puissance pure dans le domaine numérique. Le numérique, c'est pas vaporeux. Ce qui est une idée qui est tout à fait normale que les gens ont, parce que tout simplement, l'aspect informatique et numérique a réactivé toutes nos croyances enfantines et notre cerveau magique. Moi, je peux vous dire, moi, je suis d'une nullité en informatique. Mon équipe est là pour en témoigner, absolument crasse, atroce. Quand je vois mon frère aîné qui est concepteur de logiciels, il a un côté sorcier, à mes yeux en tout cas. Vous voyez, ces technologies-là ont réactivé ça. On réactivé un rapport, ah oui, c'est pour ça qu'on va croiser quelqu'un qui est ingénieur dans ces domaines-là, il dit ah oui quand même, il arrive, il fait du codage, du machin, c'est des trucs pour nous mortels, et en réalité c'est de la matérialité pure. Et malheureusement, c'est pour ça que pendant très longtemps on a, moi je conclurai tout à l'heure je vais aller un peu plus loin dans le raisonnement, mais c'est aussi pour ça que beaucoup de gens en Europe, par irénisme, se sont dit qu'il ne peut pas avoir de conflit, c'est un espace plat, sans conflit, sans animosité, qui est l'espace numérique. En réalité, pas du tout. Mais, voilà, je n'entrerai pas déjà dans le sujet, mais je voulais vous introduire et vous remercier surtout de votre temps pour venir partager cette expérience et cette analyse avec nous. Merci beaucoup. Je dispose de combien de temps? Vous avez besoin de temps dont vous avez besoin. Très bien. Alors moi je m'appelle Thomas Fauré, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Waller et je me bats depuis une bonne dizaine d'années maintenant à faire émerger une technologie française. J'insiste en disant ça parce que je ne fais pas partie de ces entrepreneurs qui franchement pullulent sur la place parisienne, qu'on appelle les serial entrepreneurs. Déjà, on les appelle par un anglicisme. Ça veut dire des gens qui vont créer des boîtes, qui vont faire monter une valeur, évidemment là, en l'occurrence, virtuelle ou immatérielle, et revendre ces entreprises, se faire beaucoup d'argent parce que ces gens-là savent bien vendre. Ils sont pour la plupart issus d'écoles de commerce. Bon, je fais quand même beaucoup de lieux communs dans ce que je vais dire. La plupart ont fait HEC, tout ça, brillant, quoi. Et ça finit par faire des parcours de gens qui s'enrichissent évidemment, qui ont des capacités d'investir et de développer leurs jouets, mais ça fait tout sauf créer de l'industrie, sauf créer de la pérennité. C'est un point de vue pour moi très court-termiste. Et je pense que le problème pour aller immédiatement
sur la politique qui est menée aujourd'hui par notre gouvernement. Le problème que nous avons, c'est qu'à la tête des stratèges technologiques aujourd'hui, si l'on peut dire, des gens qui comprennent parfaitement tous ces sujets techniques, hein, qui sont évidemment très intelligents, il y a cette culture qui est en réalité une culture probablement anglo-saxonne du golden boy, de faire enfler des sociétés jusqu'à avoir des valorisations qui n'ont plus aucun rapport, et c'est ça les GAFAM, avec le chiffre d'affaires qu'elles dégagent chaque année. Et alors j'ai essayé de creuser pour comprendre. C'est-à-dire que moi j'ai été pendant très longtemps un adversaire farouche de notre secrétaire d'État, Cédric O. Et je vais commencer par vous raconter cette petite histoire. Quand je dis adversaire très farouche, franchement, il y avait quelques passes d'armes, malheureusement par médias interposés ou par médias sociaux interposés. Et puis un jour, il m'a vraiment piqué au vif, c'est il n'y a pas tellement longtemps, c'est à l'automne, où il a participé, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais à un match de foot caritatif en arborant un maillot aux couleurs de Google. Alors il y avait Cédric O en maillot Google, et puis quelques autres députés que j'aime bien, donc je les cite jamais. Moi j'aime bien parce que c'est des gens qui dialoguent avec nous. Ça d'abord, j'aime bien les gens qui dialoguent. Et bon, ils avaient tous le maillot Google, et il était 23h quand ils postent cette photo, et je me suis dit, plutôt que d'agresser une énième fois Cédric O, je vais essayer de faire dans le passif agressif. Donc j'ai fait un truc, je lui ai dit, cher monsieur le ministre, je serais vraiment ravi de vous envoyer mon maillot Waller, voilà, et que l'ensemble de mes petits copains, qui sont 5000 entreprises du numérique en France quand même, des PME on peut dire, hein, on n'est pas obligé de dire des startups, bon, ça c'est mon côté réac. Je peux aussi parler à des médias de gauche et tout, j'arrive très bien. Et j'ai dit, tout le monde envoie un maillot, on serait ravi que monsieur le ministre poste son... Alors il m'a répondu, parce que je pense qu'il était énervé. On m'a confirmé qu'il était très énervé. Il n'aurait pas dû me répondre en réalité, parce que la polémique n'aurait pas monté. Mais ça, c'est une erreur de communication. Comme quoi, bon, je ne vais pas dire trop de mal parce que c'est enregistré, mais dans les questions-réponses, je vais pas... Ne vous inquiétez pas, nous n'en disons pas, mais nous n'en pensons pas moins. Non, mais pour moi, il y a de l'amateurisme là-dedans, c'est ça que je veux dire. Et ça l'a énervé, mais c'était bien parce qu'au moins on discutait. Il m'a dit très bien, je posterai une photo avec votre maillot si vous faites un don à l'association, la même association caritative, là, très bien par ailleurs. Bon, oh, je sais plus, un truc qui s'occupe. Non, mais des choses très bien, je ne veux pas dire de mal de ça, mais parce que vous comprenez, Google avait fait un chèque. Alors d'abord, j'ai trouvé ça honteux cette réponse, premièrement. Et deuxièmement, je me suis empressé de faire un chèque. Et je lui ai posté le reçu. Alors, le lendemain, parce que la polémique ayant un peu enflé, j'étais invité chez Sud Radio et j'ai fait le calcul dans la voiture. Si j'ai comparé en fait mon chiffre d'affaires, si vous voulez, avec le chiffre d'affaires de Google et voir ce que ça j'aurais dû donner. J'aurais dû donner 70 centimes. Vous voyez, parce qu'on fait un chèque de 20 000 €. Voilà, donc ils achètent. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la façon dont les GAFA sont sur notre territoire, c'est évidemment du lobbying. Ça n'a rien d'extraordinaire. Tout le monde peut faire du lobbying. Autrement dit, ils achètent les gens. Ils achètent les gens par des belles opérations de communication, par une proximité. Voilà, c'est même pas de la corruption, c'est de la soft corruption. Non, mais parce qu'il faut se méfier de ce qu'on dit. Enfin, en tout cas, c'est de l'achat, puisque... alors, et j'ai trouvé ça scandaleux, par ailleurs, parce que l'association, en l'occurrence, s'appelle e-Enfance, et protège, voilà, c'est un numéro, vous savez, comme l'État sait faire, un numéro gratuit, un plus, vous appelez, vous tombez sur un bon. Des gens qui vous aident. Alors, c'est bien, mais c'était fait pour aider les pauvres gamins qui se font harceler via Facebook, ou qui vont voir du porno, je sais pas où, mais c'est qui les premiers fournisseurs de ces services? C'est les GAFAM. Donc moi je trouve ça odieux. Alors voilà, à la suite de cette petite histoire avec Cédric O, parce que moi je trouve ça honteux que nos ministres puissent, si vous voulez, ne pas défendre en fait ce terreau d'entreprises françaises et technologiques et industrielles et toutes ces PME en France. Enfin franchement, je trouve ça honteux que c'est une facilité
ridicule d'aller faire soit de la pub pour Microsoft, parce qu'il y a eu ça aussi, soit un maillot Google. Vous savez quoi, tout le monde lui a envoyé un maillot, enfin je dis tout le monde, plein de boîtes. Et puis un jour, j'étais chez OVH, parce que je m'entends très bien avec les dirigeants d'OVH, et c'était l'IPO d'OVH. Donc c'était un événement important, parce que c'est une boîte techno française qui réussit à rentrer en bourse sur une bourse Euronext, donc enfin, voilà, c'était bien. Et on était très peu de gens, et puis ce jour-là, il y avait le ministre. C'était 3 semaines après l'engueulade. Alors je vais le voir pour le saluer, parce que moi je suis un gentleman. Autant je peux ne pas être d'accord avec des idées politiques, les affirmer en public, autant quand la personne est là, bon, je n'en veux pas. Moi je trouve qu'être ministre c'est quand même quelque chose de formidable, sûrement quelqu'un d'intelligent comme tout le monde. Voilà. Et donc je suis allé le saluer naïvement. Alors il commence à me tendre la main, mais il s'est retenu, parce qu'il m'a reconnu, et à l'époque je n'avais pas de dame. Et donc, il m'a engueulé comme je n'ai jamais été engueulé de ma vie depuis l'âge, je sais pas, 6 ans, 7 ans, je me fais engueuler comme ça. Et jamais fait ça. Donc tout le monde l'a vu, tout le monde l'a su. Il y avait le patron de la DGE qui était là. Il était très emmerdé, un monsieur bien par ailleurs, très politique aussi. Sauf que lui sera peut-être encore là par la suite. Il va falloir vraiment que vous coupiez votre truc. Et donc, ça a créé un scandale. Scandale qui, par ailleurs, a fini par créer beaucoup de dialogues parce que ces gens-là étaient très emmerdés. Tu as parlé un peu du Secnum Cloud, un peu j'ai vu tout ce que veulent faire l'ANSSI puis l'État sur la capacité de protéger nos systèmes informatiques, donc appelé le cloud de confiance, qui est à la base une belle idée, qui est une idée, voilà, mais qui a eu tellement de bâtons dans les roues, et en particulier tous les groupes du CAC 40 qui se sont opposés à ce principe-là. Et c'est pour ça qu'on a Microsoft et Google maintenant dans les pattes du Secnum Cloud. En fait, moi j'attaquais sur ces sujets. Et c'était la goutte de trop. Et donc, la DGE, tous ces gens-là ont été très gentils. Et ils m'ont dit tout le bien qu'ils pensaient de moi, pour que j'arrête de dire tout le mal que je pensais de ces choses. Et donc, un dialogue s'est ouvert. Alors, formidable, ils ont réussi à apaiser la bête. Enfin, je ne suis pas le seul. Et en revanche, ils n'ont rien donné, faut se clair. Mais j'en ai profité, parce qu'un jour, Cédrico a donc fini par accepter de me recevoir dans son bureau pour discuter. Donc on a parlé tout à l'heure, il a fait son job. Je trouvais bien. Mais je lui ai posé la question, pourquoi vous vous réjouissez à chaque fois qu'on rend une entreprise ou qu'il y a parce que c'est la célébration des licornes. Donc à chaque fois qu'il y a une boîte qui lève 100 millions, 200 millions, 300 millions, 400 millions, 500 millions. Et alors c'est la folie, il a même dit, ça renforce la souveraineté numérique française. Sauf qu'en fait, c'est des prises de capital. C'est des entreprises, pour la plupart américaines, non pas toutes, étrangères, en tout cas pour toutes étrangères, qui prennent le capital de nos entreprises, qui auraient pu probablement être ces futurs géants que tu appelles de tes voeux, que j'appelle des miens également, qui n'existent pas. Ils n'existent pas parce que la France, sous contrainte de l'Europe, n'est pas capable aujourd'hui de protéger son industrie. Elle n'existe pas, ces entreprises, non pas parce que les entrepreneurs comme moi, ou comme plein d'autres, beaucoup plus brillants par ailleurs, n'ont pas fait le job. Ils le font en permanence. Mais simplement, le seul modèle que nous avons sur notre route aujourd'hui, d'entrepreneurs en tout cas, c'est ce modèle d'élevé de fonds de plus en plus énorme, sans aucune corrélation avec le service apporté et le chiffre d'affaires obtenu, et évidemment pour jouer dans une cour mondiale qui, de toute façon, est perdue d'avance parce que nous faisons la Silicon Valley des années 80, là. Voilà. Et quand nous ferons la Silicon Valley des années 2022, alors nous serons en 2060. Donc c'est une course pour moi, si vous voulez, qui ne sert à rien de courir. Et donc je lui ai posé la question pourquoi. Et j'ai compris. Il m'a dit, vous comprenez, déjà, il m'a dit déjà on se tutoie. Vraiment, très bien. C'est délictueux, pas de problème. J'avais un peu de mal, mais il m'a dit c'est très simple. Plus on revend, c'est un marché en fait. Plus on revend, plus ça attire les acheteurs. C'est logique. Plus on crée de la valeur, plus ça va attirer plein de monde. Et plus un jour, la France sera vraiment un marché
capable de faire émerger plus que dans d'autres marchés, plus qu'en Allemagne, plus qu'en Suisse, ou plus qu'ailleurs, un marché où on sera capable d'être finalement des observateurs de transactions. Entre étrangers en réalité. Bon, il m'a pas dit ça, hein. Ça c'est moi qui extrapole. Et il m'a dit, mais un jour, on dira non, peut-être un machin, tu vois. J'ai pas compris, en fait. Ce que j'ai compris, c'est qu'on allait créer de l'emploi. Ça, j'ai compris. Parce qu'effectivement, si on est sur un territoire qui permet de créer des grosses boîtes et qui embauche plein de gens, ça, c'est formidable. On va faire des emplois. Mais vous savez combien ça embauche, ces entreprises? Là, c'est quelques licornes qu'il y a. Elles embauchent rien par rapport à toutes nos PME, à toutes nos boîtes qui ont 30, 40, 50 ans. Moi, c'est ce modèle-là que je défends. C'est un modèle pérenne, c'est un modèle qui ne part pas du serial entrepreneuriat, et qui consiste à penser qu'un jour, on laissera pour nos gamins un monde meilleur. Pardon, c'est peut-être un peu rebattu, c'est peut-être un peu utopiste, j'en conviens, mais moi, c'est ce qui me fait avancer chaque jour. J'ai pas mis 40 minutes, là. Je suis sur 10 minutes. Alors, j'ai pris quelques notes. Alors, la deuxième chose dont je voudrais vous parler, c'est vraiment dans le désordre, c'est l'Europe. Bon, j'ai compris. Moi, franchement, j'arrivais ce soir, je ne savais pas où je mettais les pieds. Mais je m'étais douté que vous m'aviez écouté quelque part. J'ai bien compris où. Mais pourquoi c'était pas manifeste? Bon, peu importe, parce que moi, si, quand même. Je ne savais pas non, précisément ce que vous pensiez de l'Union européenne, peu importe, enfin, j'ai compris, mais moi, je vais vous dire ce que je pense. Moi, je ne pense pas, j'observe. En fait, j'observe. Et ce que j'observe chaque jour, il faut que je vous raconte un peu ce que fait Waller, très rapidement, parce que je ne suis pas ici pour faire ma publicité. Ce que nous faisons, c'est des plateformes de communication, réseau social, et collaboratif. Voilà. Donc on appelle ça plateforme sociale et collaborative. Et on le fait d'une façon où on a mis la cyber en premier plan. Donc Waller, si je résume, c'est un concurrent de Teams, de Facebook, d'autres solutions de Microsoft par ailleurs, de Google. Voilà, les concurrents, c'est ça. On est sur des marchés. Par exemple, on a remporté un marché chez Ariane Group, très bien, contre Microsoft. Voilà. Et donc, ce que je vois depuis 2020, c'est une entreprise qui a 7 ans, Waller, on est une trentaine de personnes. Et en 2019, on était une quinzaine. On était vraiment... c'était difficile, je veux dire, gagner de l'argent, on n'était pas encore rentable. Et puis, le confinement arrive. Et ce fameux confinement, évidemment, a libéré, comme vous le savez, beaucoup ces usages et ces freins français de l'utilisation des nouveaux moyens de technologie de communication. Et pour nous, comme beaucoup d'entreprises du numérique, ça a été un accélérateur formidable d'un point de vue technique, financier, d'usage. Tous nos anciens clients ont monté leur nombre de licences. On a eu beaucoup de nouveaux clients. Et puis, on a eu le ministère des Armées qui nous a choisis pour être sa plateforme de communication officielle. Alors, on était ravis. C'était arrivé un peu tôt, mais on était ravis. Et puis, le premier confinement se fait. Nous, franchement, on n'a pas vu le train passer. C'est-à-dire il y avait plein de demandes, donc on était contents. Et puis, le temps passe. 1 an après, 2021, nous sommes dans une situation, en réalité, où nous, on était très contents à notre toute petite échelle de gagner quelques contrats, où le marché aujourd'hui, notre marché, qui est le marché de la communication, de la visio, du réseau social, de la communication, ce marché, il est envahi par Microsoft Teams. Ça, vous le savez. Pourquoi? Parce que Teams a été offert gratuitement sous des prétextes fallacieux. D'abord, nous, nos clients, c'était qui? Toutes les universités, toutes les associations. Je sais pas comment ils font. Et puis après, ils disaient, ah ben non, vous avez déjà Office? Ah ben Teams est gratuit. Tous ces sujets-là sont aujourd'hui en train d'être attaqués en procès, en l'occurrence par OVH, vis-à-vis de Bruxelles. Parce que ça s'appelle clairement la concurrence déloyale. Et on est aujourd'hui dans une situation où cette crise sanitaire, elle nous a non seulement montré que nous étions incapables ni de produire un vaccin ni des masques, mais surtout, d'un point de vue technologique, ça a été le parachèvement de tout, si vous voulez. Microsoft, sauveur. Enfin, moi, je parle de mon petit spectre, hein, mais c'est sûrement une illustration de beaucoup de choses. Et cette crise sanitaire, elle a profité
moi, sur mes sujets, elle a profité aux GAFAM. On a vu les envolées spectaculaires à la bourse de l'ensemble de ces boîtes technologiques. Et on a surtout vu une France être là, peinée, à dire encore, non, il ne faut pas vraiment ouvrir les marchés, on ne peut pas faire on appelait ça comment? De la préférence nationale, de la protection, du protectionnisme. Ah non, mais vous comprenez, on ne dit pas protectionnisme en Europe. Il m'a dit ça. Bon, maintenant, on commence à le dire un peu. Ah bon, pourquoi? J'ai posé la question à Cédrico. Parce que beaucoup d'entrepreneurs comme moi, qui sont de droite et de gauche, hein, c'est pas le sujet. Hein. Je vous assure que les souverainistes, entre guillemets, aujourd'hui, déjà se découvrent. Moi, ça fait longtemps que je sais que je suis souverainiste. Mais beaucoup de mes collègues, qui ont toujours été libéraux, plutôt, enfin, je dis collègues concurrents, ils se découvrent souverainistes, n'osent pas le dire, n'osent pas le voir, en fait. Mais quand même, à la fin, on a bien envie que les Européens, au moins, voilà, il y a les Européens ou les Français, achètent français ou achètent européens. Bon, c'est quand même la moindre des choses. C'est ce que font tous les autres. C'est ce que font les Américains, évidemment. Ils parlent maintenant de réserver plus de 75 points de leur commande publique alors qu'ils en réservent 50. Et les Chinois, c'est 100 points. 100%. Et nous, on fait quoi? Nous, on est là, non mais vous comprenez, ça s'appelle le traité de Rome. Vous devez connaître mieux que moi tous ces sujets. Moi, je ne suis pas un juriste. Hein. Je vous parle encore une fois d'expérience. Nous, on est là, non mais... non, on peut pas favoriser quand même un petit acteur français. On ne pourrait pas le favoriser, ce serait trop con. Puis à côté de ça, on ne fait pas d'appel d'offres pour le LZAE. Et comme moi, je n'ai pas été impliqué, je peux en dire plus. Donc c'est quand même, en fait, on est dans un système odieux, sans courage, avec une... empêtré totalement dans ces relations européennes, en réalité, puisque la France, elle fait partie de ces États européens qui se battent quand même. Le Secnum Cloud, moi je suis un fervent défenseur du Secnum Cloud. Le Secnum Cloud, c'est la norme édictée par l'ANSSI, qui est une norme technique de sécurisation des systèmes informatiques, et qui vient de s'étendre pour la première fois sur un domaine juridique, puisque depuis quelques jours, cette norme de cyber interdit en fait l'application des lois extraterritoriales sur le système informatique qui serait qualifié Secnum Cloud. Cette qualification, aujourd'hui, elle a été donnée à 3 entreprises seulement. D'accord? Bon, c'est le grand projet de l'État, ça. Microsoft a dit oui, on va être Secnum Cloud avec Orange, quand même. France Télécom. Non mais... Puis après, il y a Google qui s'est mis avec Thales. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un monde, en fait, c'est fini, quoi. Enfin, je veux dire, ces gens-là, en tout cas, ça sert à rien de les écouter. Bon. Il y en a d'autres qu'il faut écouter, d'autres qui se bougent un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que la France se bouge quand même, pas seulement en image, enfin, il y a une vraie quand même volonté, je crois, de protéger quand même... ce mot souveraineté est sorti de la France, hein, il n'est pas sorti d'ailleurs. Mais à côté de ça, vous avez les Allemands. Les Allemands, qu'est-ce qu'ils font? À part acheter des F-35 aux Américains, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils sont sous protectorat américain. Bon. Alors, mon analyse géopolitique s'arrête absolument là. Moi, je suis là pour constater les simples choses. Je n'irai surtout pas plus loin parce que je pense, mais plus je réfléchis, plus je me dis que le premier adversaire, c'est l'Union européenne. Et l'adversaire économique. C'est-à-dire que moi, bien sûr, j'aurais tendance à dire oui, il faut s'unir, c'est normal, parce que dans le numérique, on nous oppose toujours l'idée suivante, c'est que vous comprenez, la France seule, dans ce monde hégémonique, n'a aucune chance. N'a aucune chance, c'est ce qu'on dit. Ah bon? Et l'Europe, elle a de la chance? Jamais. N'a aucune chance, disent les Bretons et tout, c'est ça. On dit, on n'a aucune chance. Ah, oui, moi je veux bien croire ça. C'est-à-dire que si on était capable de s'entendre entre peuples, faire marché commun, encore, ça pourrait être une idée. Franchement, moi je suis pas complètement contre de dire que les Italiens pourraient préférer ou à leur ma solution à Microsoft. Parce que les Français sont bons dans ces sujets, donc on pourrait bénéficier d'un marché commun européen, mais il n'existe pas. Il n'existe pas. Le marché commun européen, aujourd'hui, c'est le marché mondial. En tout cas, sur mes domaines, hein, évidemment, je ne connais ni l'agriculture, ni tous les autres domaines, mais ce que j'observe sur l'industrie du numérique, qui est une industrie du pauvre aujourd'hui, et des gens comme moi qui finiront
par lâcher, parce que, enfin, je vous dis pas ça pour moi, parce que moi je lâcherai jamais, mais la plupart lâcheront, revendront, seront plein d'argent, ils vont s'acheter des manoirs. Hein non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et donc, je pense que tout ceci manque de courage, tout ceci manque de... Je ne sais pas comment vous dire. La souveraineté numérique ne devrait pas être un sujet de clivage. Elle ne devrait pas. Elle devrait être un sujet au même titre que le bien-être social, ou j'en sais rien, au même titre que beaucoup de sujets qui sont des biens communs, qui ne sont pas... Et d'ailleurs, tous les candidats à la présidentielle, sauf Macron, via Cédric O, quand ils ont été interrogés sur ces sujets, tous ont défendu cette préférence de commande publique, parce que c'est ce que fait tout le monde. Mais les seuls qui sont réticents, voilà, c'est plutôt le camp en marche à reculons, voilà, là-dessus. Et c'est très dommage, parce que qui que ce soit qui aille au pouvoir, bon, on verra bien s'ils sont capables de faire quelque chose. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai trop parlé. Non, mais j'aurais voulu parler de la sémantique. Juste, je peux finir sur la sémantique, parce que pour moi, tout est clairvoyant quand vous observez la sémantique des communicants de toutes parts. On ne parle plus aujourd'hui de souveraineté numérique, et encore, on a peur de dire souveraineté numérique. Souveraineté numérique, c'est un terme qui pendant très longtemps était considéré, oula, vous êtes souverainiste si vous dites souveraineté numérique. Pourtant, le premier qui l'a employé, franchement, c'est même un gars plutôt normal. Et alors, j'étais ce week-end chez la famille, en Normandie, dans une vieille maison. Et je suis allé au grenier, parce qu'on récupère des vieux trucs, et j'ai trouvé un dictionnaire de 1824. Dictionnaire de l'Académie française, 200 ans. Et j'ai cherché, pour m'amuser, les mots modernes dans un dictionnaire ancien. Certains existent. Le mot technologie existe, le mot technique existe, le mot souveraineté existe, le mot souverain existe. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire tout ce qu'on dit aujourd'hui. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est des définitions. D'ailleurs, j'ai trouvé la tienne plutôt simple. Mais la plupart du temps, effectivement, on dit la capacité à un peuple de disposer de lui-même, de maîtriser ses technologies, d'être capable d'avoir une certaine autonomie. Enfin, 1824, la souveraineté, c'est le pouvoir suprême. C'est pas autre chose. Deux mots. Le pouvoir suprême. C'est-à-dire, le pouvoir suprême, c'est quoi? C'est pas ce genre de pouvoir alternatif. C'est celui qui a le plus grand pouvoir. Celui qui a le plus grand pouvoir, c'est ce que vous avez dit, hein, les Russes, les Chinois. C'est tout. Donc voilà, je m'arrête sur la sémantique et vous ne m'entendrez jamais parler de souveraineté européenne car c'est un non-sens. À mon sens, la souveraineté, elle ne se partage pas ou alors elle n'est plus suprême. Aujourd'hui, dans un pays, ça devrait être l'été. La souveraineté, on devrait dire la souveraineté numérique française. Voilà. Alors, je suis très content de vous avoir tous les deux et sincèrement, vous avez très très bien parlé. C'est réconfortant d'entendre ça de ma côté. Moi, je vais juste vous parler à la fois un peu de doctrine et d'une expérience personnelle, vu que au Parlement européen, un de mes camarades est ici présent qui, lui, était en commission Econ, donc la commission économique, mon philo. Moi, j'ai siégé dans les commissions AFET, Affaires étrangères, Sécurité et Défense et Technologie. Mon cabinet avait rendu le rapport sur l'informatique en nuage et le fameux cloud européen. Je vais d'abord vous parler de pourquoi on a fait la revue sur ce thème et comment on l'a fait en 2 minutes. Et ensuite, on va creuser un peu ce témoignage avant d'aller dans des considérations politiques générales. Je vais faire une intervention très courte. Grâce à un de mes conseillers aux questions numériques, Simon, qui est ici présent, nous avons pu faire l'article réticulaire qui reprend point par point qu'est-ce qui manque à la France pour avoir un plan complet en la matière. Et nous avons demandé à différentes plumes du camp souverainiste et à un anti-souverainiste d'ailleurs, qui est M. David Fayon, qui avait écrit une géopolitique d'Internet, qui a écrit vers une 3e voie pour la souveraineté numérique de la France et de l'Europe, parce qu'il n'y avait pas de raison de ne pas, si vous voulez, on fait une revue d'études, on n'est pas Libération, on n'est pas un bulletin paroissial. Donc, progressiste, avec beaucoup d'amour, mais paroissial quand même. Et
Donc nous avons pris Emmanuel Elmaoué, Souveraineté numérique, les enjeux, la RGPD, l'union d'Emmanuel Combès, et Boris, c'est un pseudonyme d'un entrepreneur dans le domaine de la blockchain. Et juste pour que vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas Perspective Libre, nous traduisons un grand auteur de gauche souverainiste hollandais qui s'appelle Kees van der Pijl, qui a écrit à l'extérieur du dossier mais un article qui s'appelle Démocratie, écologie, big data, et un article de Julien Funaro, qui est un de nos chroniqueurs, sur la grande humiliation technologique. Les 4 autres articles sont des articles extérieurs au dossier: Panafricanisme et internationalisme de Pierre Kalinga, Être hostis pour les élites romaines, le cas de César de Fabio Ganello, Jean-Baptiste Hubert, la politique étrangère américaine, et donc entre autres c'est le tournant Biden, et Victor de Matou, l'AK-416 ou la germanisation de l'armée française. Donc ça c'est pour que vous voyez ce qu'est la revue Perspective Libre comme revue d'études souverainistes, une revue qui a presque une dizaine d'années maintenant. Nous sommes arrivés à la souveraineté numérique entre autres à cause de 2 affaires que j'ai vécues directement, une à l'école de guerre économique et l'autre au Parlement européen. Grâce à ce qui est arrivé en Russie, vous avez tous entendu parler du réseau SWIFT. Mais connaissez-vous l'accord SWIFT? L'accord SWIFT est un accord sur lequel l'Union européenne a réussi à la fois à vous faire les poches et en plus à vous faire sa communication il y a plusieurs années en disant qu'elle vous protégeait. Suite aux attentats du 11 septembre 2001, les Américains ont dit c'est très simple, les données qui circulent par ces réseaux peuvent être à tout moment regardées par les agences de renseignement américaines. L'Union européenne s'est opposée. Et là, vous allez comprendre comment l'Union européenne fonctionne. Évidemment, tous les eurocrates ont dit « Ah, vous voyez, elle n'est pas belle, notre Europe. » En réalité, pourquoi elle s'était opposée? Tout simplement parce que la Commission avait déjà signé l'acte et que le Parlement a dit « Oh, moi aussi, je veux collaborer. » Je n'ai pas voté la collaboration. Ah non. Bon, d'accord, on fait une résolution SWIFT 2, si tu veux. Et le Parlement a pu dire « Ah, voilà. » Vous voyez, l'Union européenne, c'est ça. À chaque fois que vous avez une... Moi, si vous voulez, j'ai fait traduire des livres. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez comprendre l'Union européenne, il faut traduire des livres de langue anglaise. C'est terrible, hein, mais c'est comme ça. Je les ai fait traduire. J'y ai bossé. Ça fait 20 ans 18 ans cette année, que je suis sur le sujet, donc je peux vous assurer, à chaque fois elle fait ça, c'est-à-dire que dès que vous dites « Ah tiens, c'est pas trop con », et bien en réalité, regardez bien les petites lignes, parce que là, je vais vous donner un exemple, il y a eu un projet européen de nouvelle tech que des entreprises françaises ont quitté en catastrophe. Pourquoi? C'est assez simple, en fait. Gaia-X, c'est à la base un projet porté par le gouvernement allemand, qui voulait en réalité mettre en place une sorte de portabilité des données et des infrastructures logicielles de plateforme cloud à plateforme cloud. Bon, en gros, les Français, notamment quelques entreprises françaises, ils voient, l'occasion de favoriser la collaboration franco-allemande, mais littéralement c'est ce qu'on m'a dit, hein, et surtout de créer une sorte d'anti-GAFAM européen. Et en gros, le plan, alors attention, parce que tout n'est pas à jeter, effectivement, Gaia-X, le fait de dire on va bosser sur le fait d'avoir des schémas d'interopérabilité, de portabilité d'infrastructures de cloud à cloud, c'est un vrai sujet. Ça, je le maintiens, je ne suis pas le seul à le maintenir. Au niveau technique, c'est-à-dire que passer d'un cloud à un autre, c'est très compliqué. Et il y a un besoin, c'est criant. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je peux le dire, mon employeur a adhéré à Gaia-X. Mais quasiment dès le premier jour, on s'est dit, allez, on y va. Et puis, je me suis retrouvé dans des séries de conférences téléphoniques à n'en plus finir, avec des gens qui venaient m'expliquer que, ah non, alors on va se répartir les postes, et puis non, il faudrait quand même mettre Microsoft là, et puis Huawei, on va mettre Huawei. Donc, on s'est retrouvé avec Palantir. Je sais pas qui connaît Palantir. Vous connaissez Palantir? Palantir, pour le coup, c'est directement... C'est pas le Seigneur des Anneaux. Hein, non, mais c'est l'État profond américain. Voilà, donc c'est Palantir. Donc vous avez Palantir, quelques GAFAM, et Huawei et quelques autres. Et à partir de là, en fait, c'est devenu une espèce de machine à gaz, usine à gaz, pardon,
qui crée des espèces de taxonomies, de schémas, mais des choses qui ne seront de toute façon, à mon avis, qui n'ont aucune chance d'être implémentées. Mais c'est juste des gens dans des bureaux qui s'échangent des PowerPoint, hein, en vrai. Et ça c'est Gaïlux. Et ça ne lutte absolument pas pour le renforcement ou le développement de l'industrie européenne du logiciel. Mais justement, si on rebondit, ça m'amène à ma deuxième histoire, l'informatique en nuage. On commence le rapport, donc nous, et ça vous permet d'apprendre un tout petit peu de procédure communautaire. Il faut savoir que quand vous avez un rapport en Union Européenne, on vous donne l'avis de la Commission, et en réalité, votre rapport doit confirmer l'avis de la Commission. Sinon, votre rapport est dit non collaboratif. Moi, je suis quelqu'un de moyennement coopératif. Donc, on a décidé avec mon équipe, sous les ordres du député Schaffhauser, de réunir les entreprises du secteur. Aucune entreprise du secteur, c'est très simple. La Commission européenne avait dit les entreprises, il y a toujours des entreprises témoins. Toutes les entreprises étaient des entreprises de dernier rang et elles étaient toutes allemandes, 100%. Or, qui sont parmi les meilleurs là-dedans? Les Français et les Italiens. La Commission a refusé de recevoir des entreprises qui, tout de même, sont un tout petit peu plus que l'épicerie numérique du coin. Thales et Dassault Systèmes, pour ne pas les nommer. C'est pas tout à fait rien. Eh ben, niet. Enfin, nein, plutôt. Donc, nous, on a auditionné ces experts qui nous ont dit le document de la Commission, a certainement été fait par les entreprises du numérique américaines, leur va comme un gant sur une belle main, et est fait par des gens qui, pour les considérations politiques, ne comprennent rien au numérique. Parce que quand vous présentez devant le Parlement, vous avez affaire à 95% de gens qui ne travaillent pas les dossiers. Le seul qui les travaille un petit peu, c'est le rapporteur de la Commission. Donc nous, on a fait un rapport, et à la fin, notre rapport a été déjugé, c'est-à-dire qu'on nous a demandé de le retirer, parce qu'il était non coopératif. Et en réalité, pourquoi? Parce que quand vous comprenez comment ça se fonctionne, et bien en réalité, là je vais parler de mes matières de spécialité, mais quand vous comprenez l'Union européenne et le numérique, vous comprenez que c'est tout simplement la déclinaison de ce qui se passe dans mes matières de spécialité, qui sont les affaires étrangères et la défense. En réalité, l'Europe de la défense, l'Europe du spatial et l'Europe du numérique, c'est la même méthode. Vous avez remarqué que, en réalité, c'est très simple, vous avez des passagers clandestins, dont le premier l'Allemagne, dont les entreprises, par exemple, de défense sont capitalisées à capitaux américains. Donc vous voyez, quand on investit 100 milliards dans la défense allemande, en réalité, c'est le prix de la nouvelle, de 20 ans encore de protection de l'oncle Sam. Au prix de la protection de l'oncle Sam, d'ailleurs, ça va durer 3 ans. Mais bon, ça c'est, ils auront la surprise. Et c'est pour ça qu'ils achètent des avions et ils n'auront pas de pilote. Parce que de toute façon, ils n'en forment pas. C'est aussi simple que ça. C'est juste, j'ai peur, combien ça coûte. Or, et le problème, pour que ce système-là se maintienne, comprenez-le, eh bien l'Allemagne dit, dans les matières où nous sommes faibles, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la concurrence libre et non faussée et le libre-échange, qui nous permet à la fois d'être le pion politique des Américains, ce que nous sommes depuis 1880, le pion énergétique des Russes, que nous sommes depuis une trentaine d'années, le pion économique des Chinois, ce que nous sommes depuis 20 ans. En réalité, l'Allemagne vend l'Europe par guichet. Eh bien, c'est très simple. L'Europe du numérique, les Allemands savent que jamais ils n'auront de souveraineté numérique, ça ne les intéresse pas. Et quand vous êtes en face des représentants de la Reichschancelière ou du Reichschancelier, donc Elmar Brok, pour ne pas le nommer au Parlement européen, dit la souveraineté numérique, fût-elle européenne, n'est pas un sujet allemand. Point barre. Pourquoi? Parce qu'ils vous disent, ce qui compte, c'est l'axe Berlin-Washington dans ces matières-là, comme les matières de défense et comme les matières spatiales. Vous avez vu que hier, l'Allemagne a planté un couteau dans le dos du programme Ariane pour aller avec SpaceX. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire pour éviter, en réalité c'est très simple. La grande peur de l'Allemagne, c'est quoi? C'est que l'Amérique donne l'exemple du protectionnisme. Et en réalité, du point de vue industriel et du point de vue énergétique, Trump voulait se taper l'industrie allemande, dans les deux cas. Si vous voulez en question, je vous raconterai comment, mais il voulait se taper dans les deux cas. Le retour des germano-américains
thème, au passage, germano-américain, ça existe hein, dans le vocabulaire politique américain. C'est les pro-allemands du département d'État, tous démocrates. Bon, là, vous les avez. Or, et eux, ils n'ont rien, c'est pas l'affection de la Volksstrudel, c'est juste de dire, les gens qui nous servent le mieux en Europe depuis un siècle, c'est l'Allemagne. C'est pas les Britanniques, contrairement à un mythe bonapartiste idiot très français. Beaucoup de dirigeants américains, ce qu'ils veulent vis-à-vis de l'Angleterre, c'est se les taper, d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça qu'ils veulent un Premier ministre britannique très servile, c'est pour ça qu'ils adoraient Tony Blair, et que les démocrates aiment très moyennement Boris Johnson. Mais malheureusement, la faiblesse de l'Amérique fait que se passer de l'Angleterre n'est pas possible. Or, Donald Trump voulait le protectionnisme. Pourquoi ? Parce qu'il voulait diviser l'Europe énergétiquement entre lui et Poutine. Il n'a jamais voulu de l'agressivité vis-à-vis de la Russie. Ça lui a été suffisamment reproché. Il voulait par cela affaiblir l'industrie allemande qui, pour lui, détruit des emplois aux États-Unis. Il suffit de voir d'ailleurs. Et comment fait-elle ? Tout simplement en survendant des produits qui sont faits ailleurs, qui sont faits dans l'Hinterland. Un grand spécialiste de ça ici, qui est le professeur Norman Palma, et également des produits qui ne viennent pas de l'Hinterland, mais qui viennent directement d'Asie, qui sont rebaptisés Made by Germany. Pas Made in Germany, Made by Germany, c'est pas tout à fait la même chose. Qui prennent 20%. Bon, c'est pas pour rien que vous avez le bout des routes de la soie, c'est du Düsseldorf. Hein. Pas tout à fait pour rien. Or, Trump voulait ça. Alors la peur des Allemands, c'est très simple. L'Amérique les vise directement et surtout donne l'exemple du protectionnisme. Pourquoi ? Parce que ceux qui lisent l'allemand pourront lire le livre « L'économie de bazar ». L'Allemagne a détruit ses circuits économiques internes pour aller dans la mondialisation. Si la mondialisation s'arrête, pour eux, c'est un piège. C'est un piège. Or, et c'est eux qui ont fait naître en Union européenne la fameuse théorie des 3 réacteurs. Écoutez-la bien. Le commerce mondial est bon, par nature, point. C'est un fait dogmatique. Sauf si vous êtes contre, vous êtes hérétique. Point. Donc, on ne parle pas avec vous. Vous êtes en dehors du cercle de la raison communautaire. Point barre. Et le problème, c'est que l'Europe devait porter la mission du commerce mondial. Elle ne le peut pas, parce qu'elle se tasse dans l'économie monde. Les États-Unis ont du mal à maintenir cet objectif à cause des grands vilains populistes américains, dont Donald Trump. Eh bien, aujourd'hui, l'un des buts d'une partie des Allemands et des Volksdeutsche, c'est-à-dire de gens qui sont faussement polonais ou faussement hongrois, qui en réalité appartiennent aux minorités allemandes et qui sont directement actés par Berlin, vous en avez connu un Donald Tusk, qui est polonais comme ma sœur, qui est en réalité un Allemand de Pologne, et qui prenait ses ordres à Berlin. Le plus simple pour eux, c'est de vendre toutes les industries qu'ils ne maîtrisent pas en Europe à l'étranger, aux Américains et aux Chinois. Et pour ça, eh bien, la France et l'Italie sont des cibles. Il faut flinguer le système de défense français, il faut flinguer les systèmes de lanceurs français, et il faut flinguer nos systèmes technologiques. L'Allemagne a renoncé à la souveraineté numérique il y a très très longtemps. Et d'ailleurs, quand vous êtes en commission technologie, vous avez très très peur du hacker russe. Alors le hacker russe, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? Le hacker russe, c'est l'équivalent du soldat serbe qui tuait 3000 Bosniaques à lui tout seul. Le hacker russe est capable de tout. Moi, quand j'ai essayé de leur expliquer, vous savez qu'aux États-Unis, sur 10 ans, la plupart des grosses pannes critiques n'ont pas été faites par des hackers, mais par des pannes système physiques. Et entre autres, les 2 ennemis jurés sur le territoire américain des câbles, qui sont l'écureuil et le raton laveur. Véridique, non mais... Lisez la revue Nature, c'est-à-dire Rangoon Better than Russia. Lisez, c'est un article doctrinal sur le nombre d'incidents informatiques majeurs causés par quoi ? Par un raton laveur. Et que le raton laveur est plus fort que le hacker russe, du moins sur le territoire américain. Et que ça veut dire une chose simple, ça veut dire qu'on laisse crever les systèmes physiques, qu'on les surveille pas assez, qu'on les entretient pas assez. Donc il y a un problème de service public d'accès aux câbles, à l'énergie et au numérique. En réalité, ils ne veulent pas en entendre parler.
C'est-à-dire que nous, on a rendu plusieurs rapports à la suite, qui là, comme on s'est dit, on n'a pas le droit de rendre des rapports officiels, on va bombarder la commission d'information. Donc on a fait un rapport sur blockchain, on a fait un rapport, etc. Évidemment, on nous a dit, grosso modo, qu'on allait être reçu avec les honneurs de la notre rang. Et il faut bien que vous compreniez qu'en réalité, le programme communautaire, en réalité, l'Europe, la souveraineté, l'accès à un Internet souverain vis-à-vis de l'Union européenne, c'est le même rêve que l'Europe de la défense, c'est le même rêve que l'Europe du spatial, ça n'intéresse que la France. Et le pire, si, ça a intéressé à une époque un homme. Mais là, pour le coup, je parle que pour moi, qu'on ne condamne pas mes invités. Là, ça a intéressé les Russes. Maintenant, plus du tout. Maintenant, ils vont de toute façon, ils vont être de plus en plus dépendants en technologie numérique, où ils sont très bons d'ailleurs, mais ils vont être dépendants de plus en plus de la Chine. Pourquoi ? Pour beaucoup d'affaires, et entre autres des affaires de composants. Donc, ça va être vite fait, vite réglé, mais voilà, malheureusement, l'UE est et sera toujours un adversaire parce qu'elle est faite comme ça et parce que vous pouvez leur dire que la souveraineté numérique c'est bien, c'est les droits des individus, etc. À chaque fois, moi je n'ai jamais vu de réunion là-dessus dans une enceinte communautaire où il n'y ait pas eu un speaker de Microsoft directement. Je le dis, c'est très net. Considération politique pour terminer. Pourquoi, au-delà de tout, pourquoi le gant de la souveraineté numérique doit être relevé ? Je pense pour 3 raisons. Premièrement, je vous l'ai dit, c'est contre-intuitif, mais le numérique nous apprend la matérialité de la puissance. C'est-à-dire le stockage de la donnée, où est-ce qu'elle est stockée ? Le composant est de quelle nationalité ? Le composant, on l'a inspecté ou pas quand il est arrivé ? Je vais vous donner un exemple. Une partie de nos pilotes de chasse a de forts doutes sur le fait qu'une partie de nos appareils, si jamais un composant américain était dedans, ne puisse pas être neutralisé à distance. D'accord ? Et neutralisé à distance, c'est-à-dire qu'on fait tomber un avion qui a décollé. Voilà, il faut être très clair. Donc, en réalité, contrairement à ce qu'on... C'est contre-intuitif, je le sais. Mais pour moi, en tout cas, c'est... Le numérique nous renvoie à la matérialité pure de la puissance. C'est-à-dire, tu as pas. Mais attention, la matérialité, et là j'adorais ce qui a été dit, la matérialité, c'est pas le fait de suivre les révolutions des autres. L'avantage, c'est que la dissuasion du faible au fort existe dans la technologie. C'est-à-dire que quand on a trop de retard, il faut faire autre chose. Il faut faire autre chose. Ce qui veut dire au passage qu'il faut aller là où la souveraineté nous porte par nature, c'est-à-dire, et d'ailleurs les Russes nous ont donné un bon exemple ces dernières années, entre autres par leur agriculture, qui s'est refaite par rapport aux sanctions, c'est qu'en réalité, le meilleur ami de la souveraineté, c'est la nécessité. Parce que, malheureusement, les États connaissent un peu comme certains corps, morts, vivants ou zombies. À nous de choisir. Autre point, le numérique, c'est une école de la puissance. Pourquoi ? Parce que, justement, parce qu'il y a des tas de chemins de traverse dans tous les sens, les clubs restreints n'épousent pas les données de la puissance habituelle. Je vais vous donner un exemple au cas des microprocesseurs. Au cas des microprocesseurs, la Corée du Sud tient dans ses mains une arme sans équivalent. Taïwan tient dans ses mains une arme sans équivalent. Vous voyez ? C'est un peu comme les missiles hypersoniques. Ça redéfinit les caractères de la puissance. Vous voyez ? Et dernier point, c'est la question de la liberté des hommes. La liberté des hommes, c'est celui qui pourra pas impulser sa volonté dans l'espace numérique. Ça ne se passera jamais avec cette verticalité-là. Ça, c'est des mythes transhumanistes, c'est l'homme plie totalement devant la machine ou la machine plie devant l'homme. C'est-à-dire, au mieux, c'est Ernst Junger, au pire, c'est Laurent Alexandre. Donc, mais par contre,
Par contre, ce mythe-là, si vous voulez, par contre, ces mythes-là, je vais me permettre de vous lire pourquoi je parle de liberté des hommes. Parce que l'espace numérique n'est pas uniquement un espace de puissance, c'est un espace de guerre cognitive permanent. C'est l'espace qui jugera l'âme des hommes au XXIe siècle, qu'on l'accepte ou pas. Là, pour le coup, un vieil auteur numérique a été totalement dépassé, qui est McLuhan, quand il parlait du nouveau Gutenberg, a raison. Et ça a fait écrire à un de mes meilleurs camarades, Julien Funaro, William Gibson nous avait prévenu dans Neuromancien, un homme qui n'a pas accès au virtuel, ce n'est que de la viande. Réfléchissez. C'est-à-dire que, profondément, c'est une part de l'aptitude des hommes à la liberté au XXIe siècle qui se joue dans les questions de souveraineté numérique. Ce n'est pas uniquement la liberté nationale qui est la souveraineté. La liberté nationale étant le contre-coup de la puissance suprême. Ce qu'on appelait l'apanage dans le temps. C'est la part de liberté des hommes. Et dans l'espace numérique, plus, ou du moins autant que dans tous les autres, eh bien c'est très simple. Comme disait un homme qui était, à titre personnel, certainement un homme peu sympathique, mais qui avait au moins une pensée intelligente, et je conclurai par là, qui est Jack Welch. Si tu ne décides pas de ton avenir, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Merci à tous. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.